Alors on va passer une petite heure et demie dans l'espace. Vous allez voir, vous allez rêver, vous allez vous émerveiller avec des spécialistes qui vont venir vous raconter cette European Space Talk. Mais déjà, Nathalie, rappelez-nous rapidement ce qu'est l'ESA. Alors l'ESA, c'est l'Agence spatiale européenne, c'est votre agence, c'est notre agence à tous, puisqu'elle appartient finalement aux contribuables européens, aux citoyens européens, parce que pour le prix d'un ticket de cinéma par an, eh bien, on contribue à financer des programmes qui vont avoir des retombées dans notre vie quotidienne, mais aussi pour soutenir le développement durable et puis la protection de la planète notamment. L'Europe continentale et pas forcément l'Europe politique d'ailleurs. Exactement, c'est-à-dire que l'ESA, l'Agence spatiale européenne, ne fait pas partie des institutions européennes, la Commission, l'Union européenne. Elle a un statut bien à part, elle a 22 États membres, dont 2 qui ne font pas partie de l'Union européenne, la Norvège et la Suisse, et peut-être bientôt l'Angleterre. Donc voilà. Et donc on a un budget de 5,7 milliards par an qui nous permet de faire à peu près tout ce qui peut se faire dans l'espace, tous les programmes, dans toutes les dimensions, et qui donne des applications utiles au quotidien et des données qui seront aussi très très utiles pour l'évaluation du changement climatique notamment. Ça permet de faire un diagnostic de notre planète Terre et d'agir en conséquence. Ce qui explique que vous êtes experte en développement durable à l'Agence spatiale européenne et que vous êtes partenaire d'Atmosphère depuis déjà 4 ans. Oui, 4 ou 5 ans, oui, tout à fait. Donc c'est logique. Une logique, en fait. c'est absolument logique, puisque comme je l'ai mentionné, l'espace procure des outils, des données pour le développement durable, mais aussi pour relever tous les défis sociétaux qui nous attendent. Et il n'y a pas que des choses agréables, mais justement, l'espace peut nous aider à relever ces défis. Alors, European Space Talk, c'est le thème de cet après-midi. C'est ça. Désolée pour l'anglais, mais Écoutez, si on avait appelé ça les causeries européennes sur l'espace. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Allez, c'est ce qu'on va faire de toute façon. De toute façon. On va parler de la vie dans l'espace et de ce que l'espace peut faire pour la vie. Absolument. Voilà, ça va aller dans les deux la sens. Vie dans l'espace, on aura, pour parler de la vie dans l'espace, qui est le mieux placé pour en parler ? Un astronaute. Donc nous aurons Léopold Eyarts, et puis un médecin-chercheur dont finalement le travail, c'est un médecin du travail de l'espace. Donc c'est Victor De Maria Pesce. Et puis après, nous irons nous balader en recherche, à la recherche de vie extraterrestre avec Philippe Ayeris. Puis ensuite, on va se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on va explorer l'univers, l'espace, les corps célestes ? Et ça sera un chef de mission scientifique de l'ESA, Bernard Foin, qui va nous expliquer les missions scientifiques avec un focus sur la Lune, puisque nous fêtons... Ben oui, on y retourne et puis nous fêtons les 50 ans du premier pas sur la Lune cette année. Et puis on va parler bien sûr de Vénus et de Mars qui sont des objectifs lointains mais qui commencent à se rapprocher sérieusement en termes d'échéance. Oui. Pourquoi explorer l'espace ? C'est vrai que je me suis toujours posé cette question. Après tout, pourquoi aller aussi loin, si ce n'est pour le côté magique d'aller vers l'inconnu, mais ce n'est pas suffisant comme explication. Quel métier pour l'espace ? Est-ce que les astronautes sont des super-héros ou des opérateurs de machines complexes en environnement hostile et extrême ? C'est Jean-François Clairvoy qui donne cette définition. Donc, pour ma part, je pense que ce sont des super-héros. Mais bon, après, un scientifique a un côté très cartésien qui ramène toujours tout un petit peu à des hauteurs un peu plus prosaïques et moins poétiques. Et les médecins-chercheurs sont-ils des investigateurs scientifiques pour le bénéfice de tous ? Voilà les questions auxquelles on va répondre dans les 20 prochaines minutes. Et nous allons y répondre avec Nathalie. Léopold Eyarts, qui est donc un astronaute de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et puis qui a travaillé à la fois sur des missions américaines, mais aussi européennes, bien entendu. Et puis, nous avons Victor De Maria Pesce, qui est médecin, chercheur. Donc, eh bien, les voici tous les deux. On a une vingtaine de minutes pour vous amener faire... Alors, le thème de la journée, c'est atmosphère, mais enfin, ou en tout cas, le titre de l'événement, atmosphère, mais on va vous amener à l'extérieur de l'atmosphère pour une vingtaine de minutes. Donc, on va faire un petit saut de puce, puisque
20 minutes, c'est pas un long vol spatial. Donc là, vous avez la Station spatiale internationale, qui est l'outil que l'on a aujourd'hui pour les vols spatiaux alors autour de la Terre. Hein. Et il faut savoir que c'est le seul aujourd'hui, avec une station chinoise aussi, qui est desservie de temps en temps par ce qu'on appelle parfois des taïkonautes, mais qui n'est pas habité et qui n'est pas un laboratoire permanent, comme la Station spatiale internationale. Alors voilà l'équipage actuel, équipage de 6 astronautes et cosmonautes. Vous voyez qu'il y a différentes nationalités, 2 Russes. Alors ça, c'est l'équipage aujourd'hui, hein, l'équipage numéro 61. Lorsque j'ai volé, on était à la 16e mission. Là, aujourd'hui, on est à 61. Et l'équipage permanent est de 6 personnes aujourd'hui. Les vols durent 6 mois. C'est dans la durée standard du vol, ce qui n'était pas le cas autrefois. C'était parfois un petit peu plus court. Ça pouvait durer entre 2 et 4 mois. Donc vous voyez en bas également tous les pays qui participent au programme. Hein. Donc les partenaires, les États-Unis, le Canada, le Japon, la Russie. Et puis en plus, vous avez tous les pays européens qui font partie de l'Agence spatiale européenne et qui sont aussi un des copropriétaires, on pourrait dire, de la Station spatiale internationale. Alors voilà la géographie, si vous voulez, de la station. La station est terminée depuis 2011 en gros, hein, et elle a été construite, il a fallu 13 ans pour la construire, puisque le premier module est parti en 1998. Et il a fallu donc 13 ans avec en particulier un avion spatial qui s'appelait la navette spatiale américaine, le shuttle en anglais, et qui a servi à amener tous les éléments qui ne sont pas russes, c'est-à-dire en gros tous ceux qui sont plutôt vers le haut de l'image ici. Donc il y a pas mal d'éléments, on va voir un éclaté dans une seconde. Et vous avez les drapeaux qui vous montrent la géographie de la station. Donc vous voyez que le module européen, vous voyez peut-être un drapeau de l'ESA près de la flèche jaune là-haut. C'est le module qu'on a amené en 2008 avec la navette spatiale américaine. Et donc j'ai eu la chance de faire partie de cet équipage. Et la partie gauche à l'avant, vous voyez, c'est la partie japonaise, hein, qui est un peu plus grande. Vous avez peut-être remarqué qu'elle est un peu plus grande. Toute la partie centrale, ce sont les éléments américains. Et le bas, donc ce qu'on appelle l'arrière, hein, puisqu'on avance dans le sens de la flèche, la plupart du temps, c'est la partie russe de la station. Alors voilà, pour vous donner une idée de la copropriété, hein, vous avez tous les couleurs qui vous donnent les pays, donc les partenaires qui appartiennent les éléments pour chaque partenaire. Donc le bleu, c'est la NASA, vous voyez que c'est la part du lion, si on peut dire. Le rouge, c'est la partie russe. Là, en bas, on voit le module européen, partie verte, un élément pressurisé. Et les Japonais, c'est la partie violette ou pourpre. Les éléments orange sont les éléments canadiens. Les Canadiens n'ont pas de module à proprement parler, mais ils ont tous les éléments robotiques, ce qui est un élément très important pour la construction de la station et aussi pour aujourd'hui l'entretien et la mise en place d'éléments nouveaux ou d'expériences à l'extérieur. Là, vous avez les dimensions. Vous voyez que c'est la taille d'un terrain de foot américain, mais qui est à peu près la même taille que chez nous, hein, les terrains de foot. Donc à peu près 100 mètres dans le sens en transversal ici, et à peu près 50 mètres dans le sens dans le sens dans lequel on avance, donc le sens longitudinal. Et il y a à peu près une vingtaine de mètres d'épaisseur. Donc c'est la taille de la station. Alors elle est en 400 km d'altitude, ce qui est vraiment très près de la Terre. Si vous pensez que le rayon de la Terre, c'est à peu près 6300 km. 400 km, on rase la surface vraiment, mais on est à l'extérieur de l'atmosphère, puisque il faut être à l'extérieur de l'atmosphère pour éviter les frottements qui feraient redescendre la station. En fait. Donc c'est la bonne altitude pour une station spatiale en orbite basse. Voilà, donc ça fait à peu près 420 tonnes la masse. Et la vitesse de la station est de l'ordre de 28 000 km à l'heure. Donc c'est la vitesse qu'il faut lorsqu'on est à 400 km pour rester en orbite. Alors voilà comment on part. Voilà le taxi, si vous voulez. Ici, c'est le départ de Thomas Pesquet en novembre 2016. Un lanceur russe aujourd'hui. Donc c'est le seul lanceur qui permet d'amener, enfin le seul vaisseau spatial qui permet d'amener
des gens dans l'espace aujourd'hui, en tout cas pour la Station spatiale internationale. Donc ça s'appelle le Soyouz. Le Soyouz, c'est un engin assez ancien qui est dérivé des technologies du début des années 60, mais qui a été modernisé donc, pendant les dernières décennies et qui peut amener donc, un équipage de 3 personnes vers la station. Donc l'équipage de 6 est renouvelé en fait, par groupe de 3. Voilà le lancement. Un lancement, c'était celui aussi de Thomas, en novembre 2016, Thomas Pesquet. Et voilà le vaisseau, donc le taxi. Comme je vous le disais, technologie assez ancienne, mais très robuste, qui part toujours à l'heure. Il arrive toujours à l'heure, pratiquement. Et il faut à peu près... Alors au début, il fallait 2 jours pour rejoindre la station. Donc il fallait passer 2 jours dans ce petit vaisseau. Mais aujourd'hui, les Russes sont capables de faire le voyage en 6 heures. Donc en 6 heures, on est à bord déjà, donc c'est quelque chose d'assez fascinant. Voilà donc l'arrivée à bord, avec en bleu devant l'équipage qui vient d'arriver, qui fait une vidéoconférence avec les familles et les officiels, donc juste après l'arrivée, c'est la tradition. Et derrière, vous avez les 3 qui étaient là précédemment, donc qui attendaient l'arrivée du nouvel équipage pour que l'équipage soit à nouveau à 6 membres. Vous avez peut-être aperçu au fond la photo de Yuri Gagarin, on est bien dans la partie russe de la station ici. Alors ça, je vais passer rapidement là-dessus, mais je veux quand même vous donner une idée du planning, une journée de travail des astronautes et des cosmonautes. Donc là, vous avez, en gros, on démarre ici sur la gauche vers 7h30 du matin et on finit vers 19h30. Alors vous aurez peut-être vu qu'au milieu, il y a marqué Midday Meal, donc c'est le repas de midi. Et vous aurez peut-être remarqué aussi que dans toutes ces activités, il y a aussi pas mal d'exercices. Donc l'exercice à bord, c'est quelque chose de très important. Et les astronautes et les cosmonautes doivent absolument faire à peu près 1h30 à 2 heures par jour de travail physique pour garder une bonne santé, et Victor vous en parlera dans quelques temps, pour pouvoir revenir sur Terre dans de bonnes conditions. Voilà, donc il y a, vous voyez les activités correspondant aux 6 membres d'équipage. Vous voyez peut-être en haut des cases noires et blanches qui vous montrent en fait le jour et la nuit. Voilà, donc même si c'est de 7h30 à 19h30, vous voyez qu'il y a à peu près 8 fois le jour et la nuit dans une journée. Enfin, dans 24 heures en tout cas, il y a le soleil se lève et se couche une quinzaine de fois. Donc voilà comment on travaille. Et ça, c'est exactement ce que voient les astronautes et les cosmonautes le matin sur leur ordinateur pour leurs activités du jour. Beaucoup de vaisseaux cargo pour desservir la station. Ça, c'est un cargo russe. Voilà, un ancien cargo de l'Agence spatiale européenne qui s'appelait l'ATV. C'était le plus gros cargo de la station. On en a fabriqué 5 et maintenant on a arrêté la production. Voilà une autre photo. Il s'arrimait, il s'accrochait à la station du côté russe, donc sur la partie arrière que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors ça, c'est un vaisseau japonais. Vous voyez peut-être le drapeau derrière. Et le processus est un peu différent pour les vaisseaux qui arrivent. Alors le vaisseau japonais, comme les vaisseaux que je vous montrerai tout à l'heure, arrivent côté américain. Et ils ne s'arriment pas tout seuls, en fait, ces vaisseaux-là. Donc ils viennent en patrouille à côté de la station. Et c'est l'équipage qui les attrape avec le bras robotique que vous voyez ici accroché à la station, au centre de l'écran. Et ensuite, on accroche le module sur la station. Voilà un autre vaisseau américain de la société SpaceX qui s'appelle le Dragon, qui a la particularité de pouvoir ramener des choses sur Terre. La plupart des vaisseaux, lorsqu'ils reviennent sur Terre, ils brûlent dans l'atmosphère et donc ils sont détruits. Mais celui-ci, vous voyez qu'il y a un étage supérieur qui est en forme conique. Et ça veut dire que c'est une partie qui revient sur Terre, qui est protégée, qui permet donc de ramener des équipements ou des échantillons scientifiques. Voilà un autre vaisseau cargo de la société Orbital ATK, maintenant qui s'appelle Northrop Grumman, le Cygnus ou le Cygne. Et celui-là, c'est un vaisseau beaucoup plus volumineux, mais qui ne ramène rien. Donc lui, c'est un vaisseau cargo pur pour délivrer de la logistique. Mais tous ces vaisseaux qui reviennent sur Terre et qui brûlent servent aussi de déboueurs. Tous les déchets, toutes les choses dont on n'a plus besoin, elles reviennent en fait sur ces vaisseaux cargo. Voilà donc le déchargement qui commence. C'était Thomas Pesquet et Peggy Whitson. Vous avez à l'arrière, donc ça c'est la porte, une des portes de la station, et vous avez à l'arrière toutes les charges qu'il va falloir débarquer avant d'en rembarquer de nouvelles.
Voilà, donc Victor va vous parler un peu de la vie à bord. Voilà, en fait, la Station internationale spatiale, c'est un laboratoire de recherche où on vit et on travaille. Ouais. Donc, c'est le rêve d'Arthur Clarke, Stanley Kubrick, 2001, Odyssée de l'espace. Et vous voyez là, bon, ils sont la vie normale en dehors des heures de travail, ils sont très contents. La nutrition est quelque chose d'extrêmement important dans l'espace, au commentaire. Et chaque fois qu'il y a un événement spécial, qui peut être l'arrivée des fromages, donc vous voyez, ils sont tous réunis. Ils veulent toujours, ils tiennent beaucoup à dîner ou déjeuner au moins une fois par semaine tous ensemble. C'est le cas que vous voyez là avec Thomas. Ou bien, les jours où il a fêté son anniversaire, il a reçu des macarons, comme lui il aime. Ou bien une cérémonie pour un Space Burger. Ils ont appelé ça parce que c'est la dernière portion des oignons frais qu'ils avaient. Bon, c'est un petit film qui se termine très mal parce que le Space Burger terminait sur la tête de Peggy qui est derrière. Mais bon, le film est coupé avant. Et comme vous voyez, bon, ce sont des êtres humains, et donc voilà, ils doivent se rasser. Il faut savoir que tout est compliqué dans l'espace, tout prend beaucoup plus de temps, mais ils s'habituent quand même. Donc ils travaillent pour dormir, ils dorment pas très bien parce qu'ils n'ont pas un lit, ils flottent, donc ils n'ont pas la sensation de se relaxer, de se poser, de s'appuyer contre quelque chose. Se couper les cheveux, c'est pas évident parce qu'il faut que les petits coupes ne restent pas dans l'air en train de flotter. Ils font l'exercice, ça c'est pas pour les fans. Et comme Léo il a dit, c'est vraiment un élément de santé. 1h30, 2 heures d'exercice diminue la perte de masse musculaire et aussi la perte de densification de la masse osseuse. Et puis, bien sûr, ils s'amusent en jouant au Superman ou bien en jouant du saxo qui peut jouer faux parce que personne ne les entend. Donc, voilà, mais pareil, donc c'est comme à la maison, de temps en temps il y a l'entretien, la maintenance, et là vous voyez Peggy Wilson qui est en train de travailler sur les toilettes. Donc quand Thomas il était arrivé, les toilettes étaient bouchées, donc c'est l'une des premières tâches, c'était de Peggy pour s'occuper de cela. Et puis pareil avec, là ce sont les filtres de dioxyde de carbone. Il y a un entretien, il y a une maintenance, comme à la maison, il faut nettoyer. Tous les samedis matins, ils nettoient la maison, comme chez nous. Donc c'est vraiment ce concept réel de vivre et travailler dans l'espace. C'est moi ou c'est toi qui suis là? Ce qui est science, effectivement, on les envoie là-bas. Et non seulement pour faire des jolies photos, que les photos que vous voyez un peu partout, les Twitter, tout ça, ils les font pendant leur temps libre. Essentiellement, comme je vous ai dit, la ISS, c'est un laboratoire de recherche, donc là, c'est la principale occupation, c'est faire de la science. Donc, alors, ça, c'est Léo qui connaît beaucoup plus que moi, c'est les pays. C'est l'ensemble des pays qui aujourd'hui ont participé de près ou de loin au programme de la Station spatiale internationale. Donc vous voyez qu'il y a déjà 107 pays en une vingtaine d'années qui ont participé au programme, donc en incluant bien sûr les copropriétaires qui sont les cinq agences mondiales et donc d'autres pays qui ont participé. Vous voyez qu'il y a à peu près toute la Terre d'ailleurs a participé, à part peut-être l'Afrique et le Moyen-Orient, un peu moins. Mais le nombre augmente régulièrement. Voilà, donc ça, je pense que c'est une image intéressante pour vous montrer que la station internationale, c'est vraiment aujourd'hui une image pour la coopération dans le domaine spatial. Voilà, donc ça, comme je vous avais dit, il y a beaucoup d'expériences en sciences de la vie. Et là, Thomas, il est en train de faire une expérience qui s'appelle Sarcolab. C'est une expérience justement pour étudier le système musculaire. Et c'est que j'essaye toujours de changer ce concept. Les astronautes ne sont pas des cobayes.
Et ce sont des expérimentateurs, hein, la définition de Jean-François Clairvoy, ce sont des expérimentateurs de très haut niveau et vont exécuter les expériences scientifiques que nous, les chercheurs, on leur demande de faire. Hein. Il y a toute une sélection au niveau scientifique des expériences qui vont voler. Une fois qu'ils sont sélectionnés, à ce moment-là, ce sont les chercheurs avec les entraîneurs qu'on va former les astronautes à faire ces expériences-là. Donc, ils sont des expérimentateurs et aussi des sujets d'expérimentation, parce que bon, là, c'est Thomas qui est le sujet, mais après, c'est son camarade qui va être le sujet et qu'on va faire l'expérience sur lui-même. Hein. Alors ça, c'est une expérience de physique des fluides. L'astronaute n'est pas toujours sujet d'expérience, mais il peut être aussi opérateur, comme on le disait. Et ici, vous avez une expérience, c'est l'espèce de cylindre marron que l'on voit en bas de l'image, qui est une expérience de physique des fluides, voilà, conçue dans ce cas par l'Agence spatiale française, le CNES. Et donc, l'astronaute est dans ce cas un opérateur, il va installer l'expérience. Et ensuite, ce seront les scientifiques qui pourront directement ou indirectement gérer l'expérience et récupérer les données sur Terre. Alors ça, c'est une autre expérience qui est américaine, celle-ci. Dans la station, il y a beaucoup de choses qui sont faites par rapport à l'éducation. Et cette expérience qui s'appelle Sphère consiste à faire voler des sphères en apesanteur, bien sûr, en patrouille. Et pour ça, il y a des logiciels qui sont développés par des étudiants ou par des écoles, et donc qui sont renouvelés de temps en temps. Il y a des concours qui sont organisés. Donc les étudiants peuvent aussi participer, développer leur expérience et la tester, si vous voulez, dans l'environnement de la Station spatiale internationale. Voilà une autre expérience, c'est un module en fait, qui est un module gonflable, qui a été développé par une société privée américaine. Il a été installé dans un des ports d'arrimage de la station, côté américain. Il était dégonflé, il a été gonflé, et en fait c'était un test pour des environnements spatiaux futurs, donc des habitats spatiaux futurs. Bon, théoriquement, il y avait quelque chose écrit, c'était uniquement des textes, mais bon, vous ne les lirez pas. C'est uniquement pour donner un panorama général de tous les problèmes de santé. En fait, ce n'est pas des problèmes de santé, c'est l'effet de la microgravité d'un environnement de confinement qu'il y a sur le corps humain. Et pratiquement tous les systèmes physiologiques sont affectés. D'abord, le système vestibulaire, parce qu'on change de l'habitude de la gravité pour passer à la microgravité. Donc effectivement, il y a, la plupart des astronautes souffrent du mal de l'espace, hein, comme du mal de mer, mal de transport, les premières 24 ou 48 heures. Après, il y a le système cardiovasculaire, parce que tout est fait pour lutter contre la gravité, c'est-à-dire le sang va vers les pieds, mais après il faut le faire remonter. C'est pour cela que vous voyez en général le visage des astronautes un peu tuméfié. Ce n'est pas parce qu'ils sont des grosses têtes, mais qu'il y a des sang qui montent, hein, les liquides corporels qui vont monter. Et après, avec le temps, comme il n'y a pas de gravité, il n'y a pas de poids, et il flotte en lieu de marcher, donc la masse musculaire sert de moins en moins. La même chose avec les squelettes. Donc, il va y avoir une perte de densité. Et c'est pour cela, comme on vous disait tout à l'heure, il est nécessaire de maintenir cette activité physique pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse maintenir cela. Aussi, toute notre physiologie est conditionnée à la rotation de la Terre et à cette alternance de lumière et obscurité. Et là, on vous a dit, c'est 15 fois les jours et la nuit. Donc, tous les cycles circadiens sont altérés. L'environnement de la station, c'est assez bruyant, hein, au minimum 60 ou 70 décibels, ce qui fait qu'il y a une perte de la quantité, de la qualité du sommeil. Et en même temps, toute la partie nutritionnelle, c'est pareil. Il y a un changement de goût. Et l'efficacité des aliments n'est pas la même sur Terre que dans l'espace.
Et c'est pour cela qu'il y a une perte de poids. Avec la recherche qui avance, on a réussi à qu'il y ait pratiquement très peu, maintenant 5%, grand maximum, parfois 2 ou 3. Mais autrefois, c'était pratiquement 15 ou 20%, c'était vraiment important. Et les expériences qu'on fait là aussi, vous voyez là, il y a Thomas en train de faire un fond d'œil et une tomodensitométrie, c'est-à-dire mesurer la pression interne de l'œil, qui sert pour mesurer donc l'effet de la gravité sur le cerveau et sur l'œil, parce qu'il y a une déformation de l'œil. Et ça, c'est extrêmement, on est en train d'étudier ça. Et Léo? Alors, les exercices à bord, on en a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est un des appareils qui sert à faire de la musculation. Il y en a d'autres qui permettent de courir sur un tapis roulant, et également de faire du cardio, une espèce de vélo. Ce sont les expériences médicales qui ont été faites par Thomas. En fait, ce sont des expériences dont une qui est en bas, il y a à votre droite, que c'est une expérience pour mesurer le vieillissement vasculaire. Et en même temps qu'on faisait cette expérience chez Thomas, là, il y avait 5 patients qui ont été en train de faire la même expérience à l'hôpital Pompidou. Donc c'est un exemple typique de ce qu'on peut faire en terre et à l'espace de manière simultanée. Et toutes ces expériences qu'on est en train de faire avec Thomas vont servir aussi quand on va prolonger les vols, quand on veut aller sur la Lune ou sur Mars. Bonsoir, merci pour ces belles images. Les expériences médicales servent essentiellement à sonder le corps pour savoir comment réagit le corps dans l'espace en vue de faire des voyages très loin vers Mars ou vers d'autres planètes. Mais est-ce que ça sert aussi à la médecine sur Terre? Est-ce que ça fait avancer la médecine sur Terre de faire de telles expériences médicales dans l'espace? La réponse à tout est oui. Dans le sens, l'espace pour nous, les médecins-chercheurs, c'est un outil. Vous imaginez les corps humains, imaginez-vous un joli château fait avec des cuves qui tient très bien. L'idée, c'est j'enlève un cube, la gravité, il va avoir une série de changements et nous, on va étudier ces changements. C'est-à-dire quand l'homme est soumis à un milieu comme l'espace, il va avoir une série de mécanismes d'adaptation qui vont se mettre en route. Pour nous, cela va nous permettre d'étudier ces mécanismes d'adaptation, mieux comprendre comment les différents systèmes physiologiques fonctionnent, et du moment qu'on comprend mieux cela, on peut l'appliquer au niveau de pathologie, donc les maladies, et ensuite établir une stratégie thérapeutique différente. Donc tout ce qu'on apprend, bien sûr, il y a des volets pour les maintenir en bonne santé. Ce sont des êtres humains qui vont travailler dans un environnement extrême. C'est aussi étudier pour voir comment on peut préparer l'homme pour aller beaucoup plus loin, sur la Lune ou sur Mars, mais en même temps, et c'est pour cela l'expérience de Thomas est vraiment significative de cela, c'était les mêmes systèmes, les mêmes appareils qu'on était en train de tester chez 5 personnes dans l'hôpital, en même temps qu'on les testait dans l'espace. Merci beaucoup. On va s'intéresser à la vie dans l'espace, en tout cas toute forme de vie, les vies extraterrestres, ça fait toujours rêver, mais on peut avoir une explication scientifique à cette question. Il n'y a pas que des visions farfelues que l'on peut trouver dans les rubriques insolites des journaux, non, il y a des scientifiques qui étudient la question. Nathalie? Oui, alors nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Ayeris, qui travaille à l'Agence spatiale européenne pour l'observation de la Terre dans le programme Copernicus. Mais ce soir, il ne va pas nous parler d'observation de la Terre, mais de recherche de vie et de manifestations extraterrestres. Tout à fait. Philippe Ayeris. Merci beaucoup, bienvenue, bonsoir. Je vais voir si ma première diapositive passe. Donc, en fait, c'est vraiment la plus grande question dans l'univers. Sommes-nous seuls? Est-ce qu'il existe dans l'univers d'autres formes de vie, des formes de vie plus primitives, plus avancées, au même stade que nous? C'est la grande question. Bien sûr, cette question a été débattue depuis plusieurs centaines d'années par les philosophes, par les chercheurs, par les scientifiques, mais aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de réponse définitive sur cette question. Mais nous continuons à chercher. En fait, ce thème
et prend de plus en plus d'importance auprès des agences spatiales à travers le monde et aussi à travers les recherches des astronomes et dans la communauté astrophysicienne. Et bien sûr, de notre côté, nous sommes tous très intéressés et fascinés par cette question et on voit très bien, sondage après sondage, l'intérêt du public et aussi l'intérêt avec les films à travers les films de science-fiction. Donc je vais tenter dans cette petite présentation de vous donner un aperçu global des recherches qui sont faites sur ce sujet et donc je vais vous montrer que en fait, l'intérêt va en grandissant. Mais avant de commencer à vous montrer ces recherches et ces résultats, il est nécessaire d'établir une petite perspective historique et de remettre le sujet dans le contexte. Donc, l'astronomie a eu trois grandes révolutions. La première révolution a été faite par la révolution copernicienne, qui a bougé de façon définitive la position de notre Terre du centre du système solaire en périphérie du système solaire à 150 millions de la Terre. Et en même temps, les orbites des autres corps célestes ont aussi tourné autour de la Terre. Et la Terre, on a introduit aussi la notion de la Terre qui tourne sur elle-même. Donc c'était la première révolution. Un changement radical de notre perception de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. La seconde révolution a été plus récemment, dans les années 20 et dans les années 30, quand des chercheurs américains ont découvert que même notre position n'était plus ni au centre du système solaire, ni au centre de la Voie lactée, la galaxie dans laquelle nous habitons, mais dans une extrémité, dans un bras spiral. Et maintenant, la troisième grande révolution, qui nous concernera tous, c'est est-ce qu'il existe d'autres vies extraterrestres dans l'univers? Et je pense que nous devrons être prêts pour cela, pour accepter, nous devons avoir l'esprit ouvert sur cette éventualité. Donc, maintenant, je vais vous présenter ceci, un petit rappel historique, puisque nous fêtons cette année les 50 ans de l'alunissage, les premiers pas de l'homme sur la Lune. Donc, ce qui s'est passé, c'est que 3 jours après, ils sont revenus sur Terre. Et en fait, une petite anecdote pour ceux qui sont nés bien après cet événement historique. Les 3 astronautes ont été mis en quarantaine pour 3 semaines à peu près, parce que les chercheurs avaient peur que sur la Lune, ils reviennent avec des germes ou avec des microbes qui seraient parvenus sur Terre. Donc, avant les parades et les grandes fêtes, 3 semaines consignées. En parallèle, la NASA a donné des échantillons de roches et de sol lunaire dans leur laboratoire pour s'assurer effectivement qu'il n'y avait aucune gerbe ou microbe ou bactérie agressive qui pourrait se retrouver dans ces échantillons. En fait, en 1969, c'est la première fois qu'on a ramené des échantillons et qu'on a essayé de trouver de la vie dans ces échantillons qui provenaient en dehors de la Terre. Donc maintenant, je vais vous parler de quelques événements récents qui, pour les scientifiques, les fascinent beaucoup et qui augmentent la probabilité qu'il existe une vie extraterrestre. Donc le premier événement, c'est la découverte d'extromophiles sur Terre, des organismes qui sont très résistants à des environnements inhospitaliers, que ce soit au fond de l'océan où la pression est très haute, dans des environnements très chauds, des environnements très froids, très agressifs, radioactifs. Donc en fait, nos analyses sur Terre nous montrent que la vie est très résistante et qu'elle va se développer, elle va occuper toutes les niches possibles. Des événements sur Mars en 2007, les analyses ont révélé des dépôts de silice qui sont similaires à ceux qu'on trouve sur Terre près de l'écoulement ou bien des apparitions de geysers ou des sources hydrothermales en bas de l'océan. Donc peut-être sous le sol aussi, il y a une vie, des signes de vie. Troisième, on a découvert au-dessus d'une lune de Saturne, Encelade, des geysers qui se propagent et les analyses de spectrographie montrent qu'il y a des éléments organiques dedans. Donc ce corps a une couche glaciaire, une couche calotte de glace qui est assez épaisse, mais donc dessous cette calotte, il y a des geysers qui surgissent, qui amènent des éléments organiques. Donc peut-être en dessous aussi, dans notre système solaire, il y a des signes de vie.
Le deuxième aussi, dans Rosetta, qui est allé en 2004 parcourir, analyser une comète, voler à côté d'une comète, a récolté des particules. Ils ont analysé les particules et là aussi, dedans, on a réalisé qu'il y avait des éléments organiques qui voyageaient dans l'espace. Et bon, un grand événement que vous connaissez tous, bien sûr, c'est que depuis 1995, on a découvert des exoplanètes. Pour l'instant, on en a découvert 4000. Le nombre va en grandissant avec les différents moyens mis en place. Et d'ailleurs, la semaine dernière, un prix Nobel de physique a été décerné au premier découvreur de la première exoplanète en 1995. D'où l'importance qu'avait cet événement. Le dernier point qui s'est passé juste récemment, le mois dernier, c'est qu'on a découvert à travers des télescopes dans l'atmosphère d'une exoplanète des premiers signes de vapeur d'eau. Et donc, nous savons que sur la Terre, il y a beaucoup de vapeur d'eau, beaucoup d'eau. Donc, c'est un autre élément qui permet de faire penser aux scientifiques, ils sont très optimistes, qu'il y ait de la vie dans l'univers et peut-être beaucoup plus de vie. Maintenant, je vais vous proposer un petit cadran. J'ai essayé de simplifier les différentes recherches de vie. Je les ai catégorisées en 4 cases. Donc, sur l'axe horizontal, on va déterminer si la vie qu'on va trouver est proche, c'est-à-dire notre système solaire, ou lointaine dans un autre système solaire. Et dans l'axe vertical, nous allons classifier, suivant que nous allons découvrir des signes de vie simples ou plus sophistiqués. Donc, maintenant, on va commencer à parcourir les différents cadres. Alors on aura 1, 2, 3 et donc 4. OK. Donc maintenant on va se concentrer pour 1 minute sur le premier, qu'on appelle microbe, qui est dans notre système solaire, et des signes de vie qui sont très simples, que ce soit des bactéries ou des microbes ou des molécules organiques de base. Mais qui seraient très importants parce que ça montrerait aussi à la communauté qu'il y a un départ de vie indépendant de celui de la Terre. Donc, pour l'instant, on regarde alors, sur Mars. Premièrement, l'ESA a une mission qui va être lancée normalement en 2020. On va lancer notre premier rover européen. Et ce rover a un appareil pour faire percer la Terre martienne jusqu'à une profondeur de 2 mètres. Parce que jusqu'à 2 mètres, l'environnement nocif du Soleil va tuer tout signe de vie. Donc, on doit aller un peu plus bas. Et là, on va essayer de trouver des microbes ou des signes de vie. Donc ça sera pour l'année prochaine. Et on a une autre mission qui va un peu plus loin maintenant, qui va être lancée dans le futur prochain, qui s'appelle JUICE. Et là, on va étudier les différents satellites de Jupiter, les différentes lunes, principalement, parce qu'il y a des lunes comme Europe, qui a une calotte glaciaire également. Et là, on va essayer d'étudier l'environnement, s'il est hospitalier ou pas, pour l'apparition de vie. Maintenant, voilà. Donc ça, c'était celui-là. J'ai dû passer le mot et moi. Donc maintenant, on passe au deuxième cadran. Donc le deuxième cadran, c'est essayer de trouver de la vie simple, mais à très grande distance, à travers les observatoires. Ce qu'on appelle biomarqueurs. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on a découvert à peu près 4000 exoplanètes. Ce n'est qu'un début dans l'univers. Donc maintenant, l'Agence spatiale européenne aussi est très impliquée dans ce genre de recherche et dans le futur, et va lancer 2 observatoires, pour commencer. Un qui s'appelle Plateau, qui va étudier les exoplanètes, il va se focaliser pas sur toutes les exoplanètes, mais il va essayer de déterminer s'il y a des planètes externes qui sont à peu près comme la Terre et qui sont à une distance similaire de nous par rapport au Soleil. Pour voir s'il y a de ce genre, quelle est la probabilité, les statistiques d'existence de ce genre d'étoiles et de planètes. Parce que pour l'instant, nous ne sommes pas capables de réaliser en détail ce genre d'analyse. Un autre satellite d'observation de la Terre, de science, de l'ESA, qu'on va lancer, et s'appelle Ariel. Et donc ce satellite le premier c'est 26, je pense, le deuxième c'est 2027. Celui-là va essayer de caractériser les atmosphères des exoplanètes. Donc, on va essayer d'analyser des planètes et on va voir quel genre d'atmosphère elles ont. Des atmosphères comme la Terre ou bien complètement différentes. Et c'est là qu'on va trouver de plus en plus de planètes similaires à la Terre.
Le troisième, alors maintenant on passe dans le domaine un peu plus controversiel. Tout le monde, bien sûr, est intéressé par la vie extraterrestre, mais ce que le public est plus intéressé, c'est savoir s'il y a une vie intelligente qui existe. C'est-à-dire les microbes et les virus sont très intéressants, surtout pour la communauté scientifique, surtout pour le principe qu'on va découvrir une autre forme de vie qui a commencé de façon indépendante, mais les gens veulent savoir s'il y a on peut communiquer avec des intelligences extraterrestres, est-ce qu'ils viennent pas. Ce genre de questions. Donc, on va commencer par la question des longue distance et intelligence. Donc, on va commencer à discuter de ça. Donc, depuis les années 1960, on a réalisé que les distances de l'univers étaient très grandes et que nos moyens de propulsion ne nous permettraient pas d'aller très loin. Donc, ce qui se passe, les gens ont dit « Ah oui, une bonne idée serait de détecter des signaux radio à très des distances et peut-être que d'autres intelligences extraterrestres veulent communiquer avec nous et on va braquer des observatoires dans l'univers et essayer de capter des signaux. » Donc, c'était le fameux projet SETI. Le projet SETI a eu un signal potentiellement inconnu en 1977, qui s'appelle le Wow Signal, mais il a duré que 70 secondes et il ne s'est jamais répété. Donc on n'est pas certain du tout que ce soit un signal d'origine extraterrestre. Ce scénario, bien sûr, vous le connaissez tous, je pense à travers le film science-fiction Contact, qui était un film basé sur un roman de Carl Sagan, qui était un scientifique et astronome américain. Et ensuite, peut-être certains d'entre nous ont aussi téléchargé un logiciel qui est inventé à la fin des années 90 par l'université de Berkeley aux États-Unis, qui s'appelle SETI Atom, et qui permettait de distribuer l'analyse des données. En fait, c'était le premier logiciel de calcul réparti sur les populations. Ils n'ont pas trouvé de signaux non plus. Donc bien sûr, la question se pose après, mais est-ce que c'est le meilleur moyen de découvrir des intelligences extraterrestres à travers des signaux radio? Alors maintenant, comme depuis les années 60, on n'a capté aucun signal, les gens, les personnes et les chercheurs sont venus avec d'autres idées originales qui correspondent aussi à l'évolution des technologies, parce que nos observatoires, nos moyens de détection sont de plus en plus sophistiqués. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les technomarqueurs. Les technomarqueurs, ça serait la détection par des observatoires à très grande distance de signes de technologie extraterrestre. Donc, pour l'instant, il y a quelques idées. On n'a pas commencé les recherches, mais sur des exoplanètes d'abord. Ils vont essayer de détecter à distance, quand les moyens de détection seront plus sophistiqués, si jamais il y aurait des genres de pollution atmosphérique qui seraient décelables à travers l'analyse du spectre de la lumière, ou bien même, si on prend des photos par nuit, peut-être on pourrait voir s'il y a des illuminations très conséquentes, si on pourrait voir à distance ces genres d'habitations extraterrestres, je dirais. Un deuxième point, c'est autour d'étoiles. Dyson, un physicien américain, avait une idée que les civilisations extraterrestres pourraient construire des mégastructures autour de leur étoile, par exemple pour réceptionner de plus en plus d'énergie. Donc peut-être on pourrait découvrir en orbite d'étoiles des grandes structures qui serviraient à quelque chose ou à une autre chose. Un dernier, bien sûr, si jamais on a des moyens de détection considérables, on pourrait essayer de détecter dans les archives et dans toutes nos données scientifiques si on ne pourrait pas déceler des passages d'engins extraterrestres volants à travers des formes de propulsion spéciales, comme fusion, qui viendraient en contradiction normalement du signal qu'on devrait trouver dans l'espace. En fait, l'année dernière, il y a eu dans les journaux un titre, dans les nouvelles, les astronomes ont décelé un corps qui se baladait, qui est venu visiter notre système solaire, qui s'appelle Oumuamua, et il y a des astronomes qui ont suggéré que ça pourrait être une sonde extraterrestre parce que la forme était bizarre, et parce que la trajectoire était bizarre, et parce qu'il n'y avait pas de traces de propulsion. Bon, c'est certainement une comète ou un autre corps céleste, mais bon, le débat a commencé pour ouvrir la perspective que peut-être des extraterrestres peuvent venir nous visiter, ce qui était impensable il y a 20 ans. Donc maintenant, on arrive au scénario le plus fun, je dirais. Les visiteurs de l'espace, qui sont très intelligents et qui viennent nous visiter ici sur Terre. Donc bien sûr, on n'a aucune preuve que ça existe et que ça se passe. Mais bon, c'est le dernier scénario à contempler. Et pourquoi nous le contemplons? Je vais vous le dire.
Lors de notre exploration spatiale, par exemple, il y a deux catégories. La première catégorie serait artefacts. Peut-être on peut trouver une trace d'un passage d'une intelligence extraterrestre dans notre système solaire ou lors de nos explorations spatiales, parce que nous-mêmes, nous avons laissé, par exemple, sur la Lune, des restes de matériel. Nous avons laissé quelque chose comme la bagatelle de 180 tonnes de matériel sur la Lune. Nous avons également envoyé dans l'espace des messages aux extraterrestres, de la musique, des sons, des enregistrements, ou bien on a laissé sur la Lune une plaque en disant que l'espèce humaine était venue ici. Donc pourquoi pas les intelligences extraterrestres pourraient faire la même chose. Le dernier point, qui est aussi très populaire pour les populations à travers le monde, c'est les ovnis, l'ufologie en anglais, UFO, Unidentified Flying Object, objet volant non identifié. La polémique sur les ovnis a commencé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis en 1947 et s'est propagée à travers le monde de façon très rapide. Tous les pays ont été plus ou moins impactés par l'apparition d'objets ou de phénomènes aériens que les gens ne comprenaient pas et ne savaient pas ce que c'était, les ovnis. Alors, en France, vous êtes chanceux. J'aurais dû mettre le texte en blanc, je réalise maintenant. Vous avez un organisme, il n'y a que 2 organismes à travers le monde, au Chili et en France, qui étudient étatiquement le phénomène OVNI. Donc en France, il y en a un au sein du groupe du CNES, le GEPAN s'appelle le Groupement d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui a été créé en 1977, qui est toujours d'actualité. Ils ont un très bon site internet où vous pouvez regarder leurs analyses et ils ont mis tous leurs cas à peu près sous PDF. Donc, créé en 1977, ils étudient les témoignages qui se passent sur le territoire français, essayent de les expliquer. Et bien sûr, ils ont 3 raisons principales. Le domaine social, parce que les gens sont intéressés par ça, donc il y a une demande du public, donc on est obligé de répondre à la demande du public, même si on est scientifique. Le deuxième, c'est le côté sécuritaire, parce que s'il y a des phénomènes aériens qui sont observés dans le ciel, dont on ne connaît pas, il peut peut-être y avoir des problèmes pour la sécurité aérienne ou militaire, je dirais. Et le dernier, c'est que vous ne pouvez pas lire, c'est le domaine scientifique. On est toujours capable de découvrir des phénomènes nouveaux qu'on ne connaît pas. Et il faut avoir l'esprit ouvert sur ce point. C'est très important. Donc en ce moment, si vous regardez sur la droite, si l'analyse des cas du GEPAN, il y a à peu près 3,5% qui ne sont pas expliqués, 3%. Les Américains étaient arrivés à 6%, ils avaient étudié ça avec l'armée de l'air entre 1947 et 1969. Sur 12 000 cas, il y en avait 700 qui restaient inexpliqués. Mais ils ont conclu qu'il n'y avait pas d'intérêt pour la science d'étudier ce genre de domaine et il n'y a pas de risque de sécurité, pas d'intérêt pour l'armée américaine. Donc ils ont arrêté leurs études en 1969. Mais, comme on l'a su il y a 2 ans, on sait toujours qu'il y a quand même un intérêt que je vous montrerai à part. Juste pour clarifier le sujet, les gens pensent qu'il n'y a que des témoignages oraux de témoins qui ont vu quelque chose. C'est vrai, mais en plus de ça, il y a quelques débuts de fragments d'évidence. Donc, il y a des traces physiques au sol qui ont été répertoriées. Il y a eu des données radar. Certains phénomènes ont été détectés par radar. Il y a des photos, il y a des films. Il y a eu des effets physiques sur des témoins ou sur du matériel. Il y a eu et finalement, on a apparemment trouvé quelques fragments, mais dont l'analyse n'a rien trouvé. Donc, on n'a pas d'évidence que les ovnis soient associés à des phénomènes extraterrestres. Mais la porte est toujours ouverte, je dirais. Donc, la dernière slide avant ma conclusion, ça serait de parler de juste l'armée américaine, la Navy, en fait, dans une déclaration assez spéciale, a reconnu ce mois-ci que lors d'exercices militaires, il y avait eu des apparitions d'OVNI, d'objets aériens non identifiés qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils avaient été filmés par des avions de chasse à 3 reprises, que les vidéos étaient authentiques et qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Donc ils ont recommencé à voir le procédure reporting. Alors, on ne sait pas, on n'a aucune preuve de ce que c'est. Est-ce que ce sont des drones? Est-ce que ce sont les Russes, les Chinois? Bon, la même histoire recommence. Mais l'armée de l'air a reconnu pour la première fois, l'armée de la Navy a reconnu qu'il y avait des phénomènes inconnus. Donc, je voudrais finir cette conclusion. La dernière minute, c'est... M. Clark a écrit 2 possibilités existent.
ou bien nous sommes seuls ou bien nous ne sommes pas seuls. Les deux réponses sont effrayantes pour quelques de nous. Et donc la grande question, c'est est-ce que nous devons nous préparer à découvrir la vie extraterrestre, mais est-ce que nous sommes vraiment prêts? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Philippe. Donc si j'ai bien compris, l'armée américaine a vu des microbes voler dans des vaisseaux spatiaux. C'est ça, c'est un bon résumé de ce qui vient d'être dit. On continue maintenant avec cette question qui est essentielle. Pourquoi devons-nous aller dans l'univers et pourquoi l'explorer? Pourquoi explorer les corps célestes? Un bien joli mot, mais très poétique. Quelle est la vocation des missions scientifiques liées à l'espace? Explorer Vénus et Mars, retourner sur la Lune, à quoi ça sert? Alors, j'invite Bernard Foin de l'Agence spatiale européenne, qui est chef de projet de mission scientifique à la direction de la science à l'Agence spatiale européenne, qui a conduit des missions autour de Mars, Vénus et la Lune. Et il va nous expliquer tout ça. Pourquoi tout ça, Bernard? Bien, bonsoir à tous. Bienvenue depuis la Lune. Mettez vos ceintures, nous allons faire un petit voyage. Et donc, la première question à propos de Mars et Vénus, en fait, c'est vrai, Mars est le petit frère de la Terre. Et il a une petite atmosphère, 100 fois moins dense que celle de la Terre. Il a eu une évolution et peut-être, il y a 4 milliards d'années, avait des conditions qui rendaient Mars habitable pendant plus de 400 millions d'années. Vénus, c'est la sœur jumelle de la Terre, pratiquement la même taille, mais elle a mal tourné. Elle n'a pas bien contrôlé ses gaz à effet de serre. Et elle est devenue son atmosphère est très chaude. Et là, donc des conditions vraiment très difficiles pour la vie. Donc il faut vraiment s'intéresser à Mars et Vénus, à leur atmosphère, pour les comparer à notre propre atmosphère. Mais maintenant, je voudrais parler d'un autre objet. Donc Mars et Vénus aussi sont des objets intéressants pour voir est-ce qu'on peut trouver des formes extrêmes de vie. Et peut-être que l'année prochaine, puisque nous allons l'année prochaine lancer de nouvelles missions vers Mars, l'Agence spatiale européenne maintenant a une mission Mars Express autour de Mars, lancée en 2003. Nous en avons eu une deuxième, Trace Gas Orbiter, lancée en 2016. Et l'année prochaine, donc l'a indiqué Philippe, nous allons lancer une mission avec un rover qui va aussi sonder à plus de 2 mètres pour chercher des traces de vie passées ou même présentes. Vénus, c'est vraiment très hostile, mais certains scientifiques prétendent qu'il peut y avoir des formes de vie dans l'atmosphère de Vénus. On n'en sait pas, et nous regardons aussi, par exemple, nous préparons des missions de retour d'échantillons de Mars qui vont essayer de comprendre l'histoire passée de Mars, mais peut-être aussi de voir s'il y a eu de la vie sur Mars. Nous en reparlerons peut-être à une autre occasion, mais aujourd'hui, je voudrais parler d'un autre objet qui est la fille de la Terre. C'est la Lune. Et la Lune, pour sûr, nous allons y mettre de la vie. Nous allons y aller nous-mêmes. Et donc, je vais vous présenter aussi un peu de travail que nous avons conduit avec une équipe. C'est un programme qui s'appelle EuroMoon Mars, l'Europe vers la Lune et Mars. Et chaque année, nous avons des jeunes et des chercheurs qui nous joignent. Alors, je n'avais pas assez de place sur la planche, dont je n'ai mis que leur prénom. Et vous êtes bienvenus à vous rejoindre. Donc, il y a des activités de sciences, des activités de technologie, mais nous avons aussi besoin de candidats astronautes, donc ceux qui vont suivre Léopold. Moi, j'ai eu la chance d'assister à 2 lancements de Léopold. En 2007, ça n'avait pas eu lieu, on a dû attendre. Je suis revenu en 2008 quand il est parti avec le module Columbus. Et j'ai une classe d'étudiants qui sont venus assister au lancement, et c'est vraiment, ça les a inspirés, ça nous inspire tous. Et il y a de la place aussi pour nous, même ceux qui n'iront pas dans l'espace, parce qu'il y a du travail pour soutenir, faire les recherches, développer des solutions innovantes, et aussi apprendre de l'espace pour mieux vivre sur la Terre. Et c'est quelque chose que nous essayons de voir, en particulier sur ce programme EuroMoon Mars, donc pour nous préparer à ce village sur la Lune. Qu'est-ce que c'est que le village lunaire? Le village lunaire, c'est de bâtir une communauté
qui implique tout le monde, qui va donc permettre de nous installer sur ce continent qui est la Lune, et qui va aussi nous permettre d'avoir des bénéfices qui vont retomber pour tous. Et en particulier, nous avons déjà commencé à bâtir une sorte de village orbital, une flotte orbitale autour de la Lune, ce millénaire. En fait, dès en 2003, j'ai eu la chance moi-même d'envoyer mon bébé autour de la Lune. Alors, mon bébé, c'est celui que vous voyez là-haut. C'est Smart 1. C'était une petite mission, un bébé robotique, une petite mission que nous avons envoyée vers la Lune. À l'époque, en 2003, l'Europe était toute seule autour de la Lune. Nous étions les premiers du millénaire. Puis, grâce à Smart 1, nous avons commencé à collaborer avec d'autres pays. Nous avons collaboré avec la Chine, qui a lancé 2 missions depuis en orbite autour de la Lune, avec le Japon, qui a lancé une autre mission qui s'appelle Kaguya, et même avec l'Inde. Et donc, de fait, l'Europe a utilisé aussi donc, la Lune comme un moyen de collaborer avec ces divers autres pays et de créer des liens donc, entre scientifiques, ingénieurs, mais aussi entre publics, car tous les publics autour de la Terre sont inspirés par la Lune. Donc voilà, je voudrais parler de mon petit bébé, donc Smart 1. C'est une sonde très spéciale, une sonde donc, nous avions développée en particulier pour démontrer de nouvelles technologies pour voyager dans l'espace, propulsion ionique. Nous l'avions lancée depuis Kourou, donc sur une fusée Ariane, donc comme 3e passager. Et nous avions développé une technologie pour aller dans l'espace avec ce qui s'appelle la propulsion solaire électrique, seulement de l'énergie solaire, qui nous permet donc d'envoyer des particules chargées, des ions à grande vitesse, et ainsi qui nous a permis d'accélérer notre satellite depuis la Terre jusqu'à la Lune, en utilisant, pour un satellite de 400 kg, simplement 60 litres de fuel. Et là, nous sommes même entrés dans le livre Guinness des records, la plus basse consommation pour parcourir 380 000 km. Bien plus efficace que ma voiture, mais c'est une technique qui n'est possible que de l'espace à l'espace. On ne peut pas utiliser cette technique pour s'échapper de la Terre. Mais éventuellement, ça nous a pris quand même pas mal de temps. Vous voyez un petit peu la trajectoire que nous avons empruntée. Nous avons en fait surfé dans l'espace en utilisant l'attraction de la Terre, du Soleil, de la Lune. Et ça nous a pris 18 mois pour aller jusqu'à la Lune. D'ailleurs, nous avons eu un 2e livre Guinness de record, la mission la plus longue pour aller vers la Lune. Éventuellement, nous sommes arrivés en 2005. Mais en partant, nous nous sommes dit, allons tester nos instruments. Nous avions une caméra à bord et nous l'avons pointée vers le plus beau continent. Vous le reconnaissez? Ah oui, c'est l'Europe. Donc voilà, je travaille à l'ESTEC. L'ESTEC, c'est le Centre européen de technologie spatiale de l'Agence spatiale européenne. C'est aux Pays-Bas. Et comme vous le pouvez voir sur cette image, c'est un pays où il fait toujours soleil. Il n'y a pas de nuages. Sur l'Italie et sur l'Espagne, il est très couvert. Donc voilà, c'est la première image. Je la garde dans mon bureau, elle est vraiment unique. Sinon, après 18 mois, nous sommes arrivés sur la Lune. Et qu'est-ce que nous avons fait sur la Lune? Eh bien, la Lune, pourquoi la Lune? D'une part, la Lune, c'est un objet qui nous permet de mieux comprendre la Terre. La Terre et les planètes rocheuses comme la Terre. Sur la Lune, par exemple, on peut voir de la tectonique. On peut voir comment la Lune s'est refroidie, elle s'est contractée. Et la Lune a vieilli, elle a des rides. Et à partir de ces rides, on peut comprendre comment elle a évolué. La Lune aussi est percutée par des bolides à très grande vitesse. Et ça crée des cratères d'impact. À partir de ces cratères d'impact, d'ailleurs, suivant l'âge des régions, ils sont plus ou moins criblés de cratères. Et on peut même reconstituer donc l'âge et l'évolution du bombardement dans le système solaire. Et on a pu comprendre comment la Terre a été bombardée, comment les autres objets du système solaire sont bombardés. Enfin, la Lune aussi a une période
d'intense volcanisme. Au début, la Lune était couverte d'un océan de magma qui se refroidit, puis il y a encore quand même des plumes volcaniques. Ainsi, en comparant la petite Lune et la Terre, on peut essayer de mieux comprendre comment ces phénomènes façonnent les paysages des planètes rocheuses. C'est notre système solaire et même les nouvelles planètes rocheuses que nous avons découvertes autour d'autres étoiles. Éventuellement, avec SMARTIN aussi, nous sommes, pour la première fois, nous avons vu les pôles de la Lune et nous avons pu voir qu'il y a des régions très froides où même il y a des glaces. Ce n'est pas à consommer, c'est des glaces d'eau avec beaucoup d'ingrédients qui viennent du système solaire. Donc on trouve de tout, il faudra bien nettoyer ça. Et Léopold, s'il va sur la Lune, je te conseille de ne pas boire directement les glaces des pôles, il va falloir bien les filtrer. D'autre part, bon, nous avions, en fin de mission, nous sommes posés sur la Lune. Avec SMARTIN, nous avons même donc fait pour la première fois des images des pôles de la Lune. Et grâce à ces images, vous pouvez voir, par exemple, le cratère Shackleton, c'est exactement au pôle. Vous avez ici des régions qui sont toujours à l'ombre. C'est des régions où on ne voit jamais le soleil. Et c'est à des températures de moins 170 degrés Celsius. Donc c'est tellement froid que ça peut piéger tout. Donc ça a piégé des glaces qui viennent, par exemple, du vent solaire, qui viennent des comètes, des astéroïdes qui percutent la Lune. Et où, comme dans votre frigo, l'endroit le plus froid, hop, c'est là où tout le givre se condense. Ces zones sombres ont pu piéger des glaces. Et nous avons pu estimer qu'il y a de l'ordre de plus d'1 milliard de tonnes de glace d'eau qui sont disponibles dans ces régions sombres. Avec SMARTIN, nous avons même découvert des endroits, des pics près du pôle, où il y a pratiquement toujours de la lumière. Donc, vous pouvez garder, je pourrais vous donner une copie de cette photo. Si vous allez sur la Lune, hein, c'est comme pour le guide du routard lunaire, c'est ce qu'il faut emporter, cette carte. Alors, ce qui est intéressant, c'est la partie en haut, c'est la partie qui est tournée vers la Terre. Donc, alors moi, dans 20 ans, j'ai prévu de prendre ma retraite sur la Lune. J'irai au pôle sud et je regarderai la Terre. La Terre est 4 fois plus grosse que la Lune, en taille. Elle est brillante, il y a des océans, il y a l'atmosphère, il y a aussi, on la voit tourner, ce sera un paysage magnifique. Si vous aimez beaucoup la Terre, je vous conseille d'aller plutôt sur la face visible, parce que de l'autre côté, ce sera la face cachée, c'est un endroit où on ne voit jamais la Terre. Par exemple, si vous êtes misanthrope, vous dites « Oh, j'en ai assez de la Terre », je vous conseille d'aller sur la face cachée. Là, il y a des endroits où vous pouvez vous isoler. Et en particulier, pour ceux d'entre vous, là, je vois les jeunes qui veulent aller vers Mars, pour vous entraîner au voyage martien, allez sur la face cachée et essayez de me dire, voilà, pendant 500 jours, vivez sans regarder la Terre. Moi, j'irai vers le pôle, près de Shackleton, cratère. Là, c'est un endroit où, pendant 2 semaines, la Terre est au-dessus de l'horizon, et pendant 2 semaines, c'est au-dessous. On aura l'aide. Avec SMARTIN, nous avons même découvert un endroit où il y a de la lumière éternelle. Donc c'est un petit pic. Et on voit toujours le soleil, mais c'est 1 km². Et il y a maintenant une course pour aller à cet endroit, ce pic de lumière éternelle. Parce que vraiment, si vous avez de l'énergie là-bas, oh, vous pouvez tout faire presque. Et donc on essaie de mettre des engins robotiques sur ce pic de lumière éternelle. De fait, voilà, nous avons pensé que pour explorer et utiliser notre continent, il y aura 4 étapes. Nous avons parlé de la flottille orbitale. La prochaine, c'est un village robotique sur la surface. Et puis, nous aurons des humains qui vont après s'installer pour avoir une base durable. Ça, c'est pour Nathalie, puisqu'elle s'occupe du développement durable à l'ESA. Durable au bénéfice de tous. Alors, comment est-ce que vous pouvez participer ? Vous pouvez participer, bon, si vous êtes ingénieur, vous faites comme nous avons construit un alunisseur, nous l'avons testé avec des instruments. Aussi, là, c'est par notre groupe Roman Mars, il y a donc
des ingénieurs, des scientifiques, il y a même des botanistes. Ils ont appris à faire pousser des plantes à partir du sol lunaire. J'ai des artistes, j'ai des designers, des gens qui essayent de penser à la prochaine génération de combinaisons spatiales. J'ai des philosophes, j'ai des poètes. Parce qu'il faudra toute une communauté. Le village robotique a commencé, en fait. Il y a 5 ans, les Chinois se sont posés sur la Lune. Et leur lander est toujours en fonctionnement. Vous voyez le logo là, de la compagnie, hein, c'est la République populaire de Chine. Et ils ont refait coup double. En janvier, ils ont relancé une mission, la sœur de celle-ci, mais sur la face cachée de la Lune, pour la première fois dans l'histoire. Alors que peut faire l'Europe? L'Europe, nous avons des idées, nous avons des technologies. En particulier, nous avons testé par exemple des rovers intelligents avec un alunisseur presque sur la Lune. Ça, c'est l'Etna, hein, ça ressemble très fort à la Lune, c'est un volcan. Et nous l'avons testé, donc un système qui peut, de façon automatique, être piloté depuis la Terre, mais aussi aller de façon autonome. En effet, il y a une révolution complète robotique. Et bientôt, nous allons pouvoir mettre des robots qui peuvent marcher, des robots aussi, des mini-robots qui peuvent être des avatars. Je pense que d'ici quelques années, je vais pouvoir envoyer une sorte de mini-mi, chacun d'entre vous, un petit robot, hop, qui pourra voir, vous pouvez voir à travers ses yeux, manipuler, etc. Ça, c'est pour les robots. Mais en même temps, l'Agence spatiale européenne se prépare à un programme avec des humains, et en collaboration avec les États-Unis, qui construisent une capsule qui s'appelle Orion, une grosse capsule plus grosse que celle d'Apollo, qui pourra emporter 4 astronautes. Nous allons aller autour de la Lune. D'ailleurs, les Américains ne peuvent pas y aller sans nous, puisque nous construisons un module qui emmène leur capsule autour de la Lune et qui les ramène sains et saufs. Donc nous sommes sur le pas critique pour la première fois dans l'histoire des vols habités. Ces 4 astronautes, en principe, nous allons lancer cette sonde en 2020, vide, automatique, pour vérifier que tout fonctionne, mais en 2023, nous aurons 4 astronautes à bord. Et nous essayons donc d'avoir au moins 1 ou 2 Européens à bord. Ça, il faudra bien négocier. 2023. 2024, les Américains ont prévu d'avoir une mission qui ira à la surface de la Lune, avec la première femme sur la Lune. C'est 24 hommes autour de la Lune, jusqu'à présent, aucune femme. Donc il est temps de balancer tout ça. Hein. Après cette phase en orbite autour de la Lune et les premiers pas de la femme sur la Lune, nous visons d'avoir une base habitée durable. Donc nous nous y préparons. Il y a plein de défis, il faut y arriver, communiquer, survivre, travailler entre les humains et les robots, et surtout exploiter les ressources pour que ça soit durable, et impliquer aussi les autres usagers, les compagnies. Donnez-moi vos contacts, impliquez tout le monde dans le village lunaire. Et il y a aussi des moyens d'avoir des jeunes. Donc par exemple, nous avons construit une petite base lunaire chez moi, donc c'est simple. Si vous êtes volontaire, je vous enferme pendant 2 semaines dans une petite base lunaire et vous pouvez tester comment sera la vie sur la Lune. Nous avons aussi visité des volcans avec nos engins. Voilà, un astronaute sur la Lune. Nous avons trouvé sur la Lune des tubes de lave, et ce sont aussi des endroits que nous explorons sur Terre pour nous préparer, ça c'est sur Terre, à ce qui pourrait être l'exploration de ces tubes de lave glacés. Bon, ça, donc des campagnes que nous avons menées. Bon, celui-là, il y a beaucoup de glace, mais les tubes de lave sur la Lune et Mars sont encore plus grands que sur la Terre. Nous avons même eu un projet qui s'appelle ESALab, donc une plateforme avec des universités, une vingtaine d'universités en Europe, qui ont construit un habitat sous un glacier dans les Alpes. Et donc nous avons emmené nos robots, nos instruments là-bas. Sur Terre, il y a aussi des zones qui ressemblent à la Lune. L'Islande, donc il y a du volcanisme, il y a des glaciers aussi. Et nous avons aussi conduit des expériences où nous isolons donc, des candidats astronautes pendant 15 jours. Vous les voyez là, la photo, c'est avant que leur isolation. Ils sont très, très heureux. J'ai aussi une photo après. Alors ils étaient aussi souriants. Pourquoi ? Parce qu'on les a bien nourris. On leur a fait pousser sur place. Ils s'occupaient de ces plantes.
Et ça, c'est une solution pour le futur. Et je voudrais terminer sur un autre projet, celui que nous avons construit, une base lunaire déjà, au sommet de Hawaï, qui ressemble aussi très fort à la Lune. Donc là, j'y suis allé à plusieurs reprises. Nous avons testé donc, des combinaisons, des robots, des systèmes d'analyse des échantillons. Bon, c'était assez éprouvant, beaucoup d'exercices physiques. Alors, j'y suis retourné une deuxième fois, mais là, je suis resté dans la station de contrôle et j'ai laissé les jeunes faire tout le travail physique. Donc là, donc on les a mis dans la base. Ils ont des combinaisons spéciales pour communiquer. Et voilà notre base à Hawaï, avec énergie solaire et dans un paysage qui ressemble vraiment fortement à la Lune. Et nous cherchons des volontaires, là, certains d'entre vous, je vois des volontaires, pour passer du temps sur la Lune, 2 semaines sur la Lune. Mais j'ai aussi besoin de volontaires qui vont donner des idées d'expérience que les astronautes pourront conduire ou peuvent participer à certains projets techniques ou éducatifs. Voilà l'idée d'une vie sur la Lune. Bon, là, c'était, on avait un problème d'antenne, ils ont dû sortir pour la réparer. Vous voyez, ils se préparent avec leur combinaison. Ils explorent ces régions comme sur la Lune. Ils ont découvert des entrées de tubes de lave. Bon, ils ont appris à cuisiner sur la Lune. Là, les géologues analysent des échantillons. Donc, en résumé, vous pouvez participer au village lunaire en étudiant, en faisant de la technologie, de la science, aussi de l'éducation. Parlez-en autour et rejoignez-nous dans ce village lunaire. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'il y aura plus de volontaires pour aller à Hawaï que dans le village que vous avez créé dans votre salon. Hein. Moi, je dis ça, c'est... Bon, je sais pas, on peut demander qui est-ce qui veut aller à Hawaï. Levez la main. Oui. Oui, d'accord. Qui est pour la paix et qui est pour la guerre, quoi. C'est ça, c'est la question. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Et évidemment, vous pourrez continuer ces échanges tout à l'heure avec Bernard, une fois que cette présentation sera finie. Nous allons accueillir Jean-Pierre Gou, qui est un ancien chercheur en mathématiques, qui est un auteur aussi de romans, notamment Le siècle bleu, et puis cofondateur de Blue Turn. Alors, fais-nous rêver. Merci. Ça fait 25 ans que je me préoccupe de l'état de la planète et que je recherche dans mon travail des solutions. Et il y a une vingtaine d'années, j'étais tombé sur un livre avec des photographies de la Terre prises par des astronautes et des textes d'astronautes, et j'ai été frappé par la poésie de ces textes. Et ces astronautes semblaient avoir vécu une transformation que nous, les terriens, n'avions pas vécue en orbite. Et après, en me renseignant, je me suis aperçu que cet effet s'appelait l'overview effect. Il a été théorisé par un chercheur à Harvard qui lui a donné ce nom. Et quand les astronautes sont en orbite et qu'ils regardent la Terre, les conditions sont réunies avec l'apesanteur, le silence, la peur et la vision grand large de la Terre pour avoir une espèce d'expérience extatique qui les fait tomber amoureux de la Terre. Et je m'étais dit, tiens, ça serait bien de faire revivre ça aux gens. Et le problème, c'est qu'à l'époque où je voulais faire ça, c'était il y a une vingtaine d'années, je voulais des images de la Terre, non pas vues d'orbite, mais des images de la Terre pleine qui tourne depuis l'espace et où on la voit toute ronde. Et il y avait à l'époque le vice-président des États-Unis, Al Gore, qui voulait justement envoyer un satellite qui permette de prendre des images de la Terre qui soient toujours tout éclairées. Et ça, c'est un petit peu compliqué parce que le seul point où vous pouvez avoir toujours des images de la Terre complètement éclairées, c'est un point qui est situé sur l'axe Terre-Soleil, là où les forces de gravitation de la Terre et du Soleil s'équilibrent. Il s'appelle le point de Lagrange L1 et il a 1 500 000 km. Et donc ce satellite a été construit en 2000. Pour des raisons politiques, il a été annulé. Et le satellite est parti en 2015. Et en 2016, avec un ami, Michael Bocara, on a créé un projet qui s'appelle Blue Turn, dont le but c'était de prendre ces images de la NASA et d'animer. Et on a réussi à créer les premières images de la Terre, tout éclairées, qui tournent depuis l'espace. On n'en avait pas avant ce projet. Et donc ce projet Blue Turn, BLUE-TURN, vous pouvez chercher sur Internet, on a créé des applications qui permettent de voir les dernières images de la Terre. Il y a eu plus de 100 000 téléchargements de l'application, il y a eu près de 200 événements qui ont projeté ces images, et ces images ont procuré beaucoup d'émotions aux gens qui les ont regardées, vous allez les voir tout à l'heure.
Et là, il y a quelques mois, on a décidé en fait de reprendre la copie à zéro et on travaille sur un nouveau projet qui s'appelle Planet Heart, Planète Cœur. Et l'objectif, c'est de faire cette expérience d'Overview Effect à des millions de personnes simultanément. Et les gens auront la possibilité donc de faire ensemble cette expérience d'Overview Effect toutes les heures. Et on mélangera les peuples de la Terre autour de ces images de la Terre, comme une grande communion, célébration. Et on permettra aux gens aussi d'envoyer des petits messages d'amour à la Terre, parce qu'une fois qu'on est amoureux d'elle, c'est bien de lui dire, qui prendront la forme de petites étoiles qui viendront orbiter autour de la Terre. Donc chaque heure, il y aura un cercle humain qui sera créé sur ce site Planet Heart. Et ce soir, vous allez faire l'expérience de ce cercle. Ce cercle, il commence par une petite animation avec ces étoiles dont je vous parlais, qui dure pendant à peu près 2 minutes, sous une musique de Moby assez méditative qui vous ouvrira le cœur. Et puis ensuite, une musique qui a été composée par Mark Yeager, qui est un producteur de Los Angeles que l'ESA connaît aussi, et qui a travaillé notamment sur la musique de Pirates des Caraïbes et de Gladiator, qui nous a composé une musique et qui est là pour renforcer l'effet émotif de ces images. Voilà. Donc on va peut-être éteindre la scène pour avoir le noir complet. Imaginez-vous au point de Lagrange L1, à 1 500 000 km de la Terre. Vous avez le soleil qui vous éclaire dans le dos, qui vous réchauffe. Vous êtes vraiment attiré par la Terre et par le soleil, et vous êtes entre les deux. Et vous êtes au meilleur point de l'univers pour admirer la Terre. Donc je vous laisse découvrir ça. Merci.
J'espère que ce European Space Talk vous a plu. Les scientifiques qui sont intervenus sur cette scène sont à votre disposition dans le hall si vous voulez leur poser des questions et échanger avec eux. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à évoquer entre les recherches médicales, les formes de vie dans l'espace, les voyages, les missions scientifiques, enfin voilà, et puis ces fameux Moon Village, puis Mars Village. Et puis de toute façon, on est cohérent à Atmosphère puisque l'année dernière, Claudia Ignoré était venue présenter le Moon Village sur cette scène. Donc voilà, on devait... C'est la suite. C'est la suite, exactement. Et on verra bien ce que l'ESA nous réservera pour l'année prochaine. Merci beaucoup, Nathalie. Avec grand plaisir. Merci à vous tous d'être venus et d'avoir partagé ce moment avec nous.